En 2000, il y a eu le premier concours dans notre profession pour les fromagers. Donc, gros changement pour nous parce que ce travail colossal, c'est comme un sportif des Jeux Olympiques. Voilà, tu mets toute ta vie en peu de temps. Et il faut que tu sois très très bon le jour J. Tu as une grosse partie, c'est l'oral. Pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile. 2 fois, j'ai échoué en finale à cause de l'oral. C'est quand même le comble. Je sais si bien parler du fromage dans mon magasin que le jour de la finale, j'étais une bille totale le jour-là. Mais cette partie-là est très importante et en fait, elle te poursuit. Tu dois être sûr de toi parce que quelque part, tu partages ton métier toute ta vie après. Une fois que tu as endossé ce col bleu, blanc, rouge. Salut, c'est Toto. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Aujourd'hui, pas de cuisine. On est à Strasbourg ici, vous avez peut-être reconnu, et on va aller voir une MOF complètement incroyable. On est devant sa boutique, ça se passe ici. On va parler fromage avec une MOF, Christelle Laureau, qui nous attend là, juste là derrière. Donc installez-vous confortablement et vous allez découvrir une histoire sublime, des fromages incroyables. C'est juste là derrière, donc préparez-vous, on y va. 2 heures de bonheur peut-être. Allez, c'est parti, on y va, go! Christelle, mille merci de nous recevoir ici dans ton antre, j'ai envie de dire, en plein centre de Strasbourg. Je commence toujours comme ça. On est disponible aussi en podcast. Donc, il y a des personnes là qui sont au travail, en voiture, qui font du sport, que sais-je, qui nous écoutent, mais qui ne nous voient pas. Donc, est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne font que nous écouter, comme ça rapidement, te présenter ? Alors, bonjour à tous. Merci Toto d'avoir, m'avoir proposé ce podcast. Je suis vraiment honorée et ravie de partager avec vous tous mon expérience Merci à toi. Historique, je vais dire. Alors, si vous voulez tous nous retrouver, c'est à la Maison Laureau, rue des Orfèvres à Strasbourg. Lieu, emblématique pour les Alsaciens parce que la fromagerie a plus de 100 ans, mais nous sommes beaucoup plus jeunes. Ça fait que 28 ans que nous avons repris cette belle institution au pied de la cathédrale et c'est toujours et encore demain, j'espère, du fromage. Merci à toi. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais Christelle, on s'était vu donc chez Olivier Nasty au championnat du monde de la tourte ou le pitivier de gibier. Donc ça, c'était quand ? C'était en novembre, fin novembre ? En novembre, ouais. T'étais juré. Tout à fait. On avait un petit peu échangé sur la tourte, etc. Je me souviens et je m'étais dit, mais il faut que je vienne te voir impérativement. Et donc nous voilà. Et ben voilà. Tu es chez moi maintenant. Ouais, exactement. Tiens, on va démarrer dans ta vie, ton œuvre. La toute première question que je pose toujours, c'est quoi, toi, tes tout premiers souvenirs de plats ? Ça remonte à quand ? C'était dans ta jeunesse ou pas ? Tu vois, de plats, Alors, mes premiers souvenirs, je suis issue de grands-parents agriculteurs, donc quelque part, je ne suis pas tombée très très loin. Et puis, une autre grand-mère où je passais beaucoup de temps, qui cuisinait énormément. Mais ma Madeleine de Proust, cette grand-mère agricultrice faisait beaucoup de volailles et elle faisait confire cette volaille pendant 6-12 heures et j'ai encore le goût de cette sauce qui est vraiment intéressante et c'est ce que j'apprécie justement retrouver chez les chefs actuels, pas chef que masculin, chef féminin aussi. Mais c'est ce que j'aime beaucoup retrouver chez eux et je trouve que ça personnalise vraiment un plat et ça le termine. Comme nous, quelque part, avec le fromage, quand tu finis avec un joli emballage pour pouvoir le conserver. Ouais, donc ça veut dire que toi, dès ta plus tendre enfance, on va dire, tu as été comme ça habituée à bien manger, aux produits aussi ? Oui, j'étais habituée à bien manger. Alors, ma maman ne sait pas trop bien cuisiner et j'ai eu la chance d'aller beaucoup en vacances justement chez mes 2 grands-mères. Et alors, je ne suis pas partie avec un vrai bagage de cette partie de mon enfance. Après, j'ai vraiment approfondi ma façon de cuisiner grâce à Cyril, mon mari, qui lui cuisine énormément. Il est capable d'ouvrir un frigo et de prendre des restes et de cuisiner
formidablement bien. Un plat comme ça, Exactement, au débeauté. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons transmis tous les deux chez nos filles. Nos 4 filles savent cuisiner, alors plus ou moins à grande échelle. Mais en fait, ce qu'on a surtout transmis, c'est le goût. Et ça, c'est le plus important à protéger pour que demain, on puisse continuer à bien manger. Je vais faire une aparté tout de suite. Là, c'est un peu ce que tu faisais ce matin, la transmission, non ? Alors ce matin, oui, c'est la transmission parce qu'à Strasbourg, nous avons un salon gastronomique tous les 2 ans dans Strasbourg, où là, tous les métiers de la gastronomie sont représentés et le mercredi matin de ce salon, tous les 2 ans, a lieu la matinée des écoles. Et là est représenté l'art de la table, la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, la fromagerie, la poissonnerie, boucherie, charcuterie. Enfin, c'est juste formidable. Et tu as 800 enfants des collèges et des lycées. Donc, on les prend vraiment très très jeunes. Et en fait, c'est un défi aussi pour nous parce que c'est surtout partager notre métier avec les mots du quotidien. Là, il ne faut surtout pas partir sur une technologie, des mots compliqués, des mots... Pas ton dialecte à toi. Surtout pas. Ouais. Et puis c'est surtout s'adapter à tous les enfants parce que tous les enfants n'ont pas la chance de bien manger. Il y a une inégalité et par rapport à ça, faut qu'on reste les nourriciers de tout le monde et ça c'est très important et là c'est beaucoup d'émotions et dans ce moment de cette matinée des écoles, là j'y étais avec Cyril parce que c'est surtout Cyril qui y est tous les 2 ans. Là on prend un des plus jeunes de chez nous que l'on a formé entièrement et aujourd'hui c'était Maxime. Il y a 2 ans il y a eu Pauline et puis il y a eu Coralie. Enfin voilà des jeunes qui passent chez nous parce que c'est notre ADN aussi. Au-delà d'être meilleur ouvrier de France, notre ADN c'est surtout la transmission, la passion et que demain perdure notre métier. Ouais, non mais c'était exceptionnel, beaucoup d'émotions. On était comme un show, quoi. C'était waouh, et puis beaucoup d'émotions. On a fait manger les enfants sur une table bien apprêtée. Peut-être pour certains, n'ont jamais connu ça, et c'est juste. Puis d'avoir leur émotion en direct. Leurs yeux qui pétillent, aller du salé, de la mer, j'aime la croûte, j'aime pas la croûte, avoir différents laits, textures. Ouais. Enfin, c'est juste, ça n'a pas de prix, ça. Hein. Ah, ça n'a pas de prix. Et puis les enfants, c'est l'avenir. Et voilà, donc peut-être pour ça que nous avons eu 4 enfants. Fin de la première aparté, mais c'était important qu'on en parle parce que... parce que voilà, je trouve que c'est beau et il faut qu'on en parle, tu vois, de la transmission. Allez, retour au marche arrière. Il se passe quoi entre tu disais que ton époux cuisinait divinement bien, etc. Il se passe quoi entre les vacances chez tes grands-parents, chez tes grands-mères et juste tu fais quoi pendant cette période-là? Ta vocation à devenir, tu veux travailler dans le métier, tu sais déjà? Pas du tout? Absolument pas. J'ai fait j'irai l'école jusqu'au fin de collège. Oui. Fin de collège, je décide d'aller dans un lycée agricole. Alors peut-être que c'était prédestiné, mais bon, c'est ce qui me correspondait le plus. À l'époque, c'était un brevet d'enseignement professionnel. C'était les premiers diplômes qui étaient obligatoires pour reprendre une exploitation, qui n'était pas forcément le cas, mais c'était surtout la distribution de tous les produits alimentaires. Mmh. Et puis, pour des raisons, j'irais familiale, je décide de partir, de claquer la porte de la famille. Je dis, voilà, maintenant je vais travailler. Et puis souvent, à cette époque, en 89, pour travailler, tu allais à la capitale. Surtout quand tu es de province. Moi, je viens de la Sarthe. Le travail à l'époque n'était pas très, très florissant. Ouais. Et puis je ne savais pas trop, quoi. Je me suis dit, je vais aller être vendeuse. T'avais pas encore... Non, j'avais absolument pas la fibre que j'ai aujourd'hui et j'avais surtout pas une route tracée. J'aurais pu être poissonnière, j'aurais pu être dans les fruits et légumes, enfin voilà. Absolument pas de dire je serai dans le fromage, non, loin de là. Et là, je trouve mon premier patron et ça sera mon seul et unique patron et mon seul et unique formateur. C'est Jacques Vernier dans le 14e arrondissement à Paris et ça c'est octobre 89 et je signe mon premier emploi, mon premier CDI et plein de choses se passent. Je fais 3 ans dans cette maison mais
5 mois après, je rencontre Cyril qui aussi, lui, un peu côté perdu, se retrouve à prendre cet emploi. Et puis on tombe amoureux en février, on se marie en octobre de la même année. Donc octobre 1990. Voilà, un an après, en fait en une année il s'est passé plein de choses. Et puis on reste 2 ans dans cette maison et on voit bien que l'évolution va se compliquer, quoi. Il y avait des chefs qui étaient très jeunes avant nous, on s'est dit vie parisienne, vie... alors on était nourris, logés, on n'avait pas la contrainte des transports, mais quand tu vas avoir des enfants, former une famille, ça se compliquait. Donc on décide de partir. Et partir, tu fais quoi? Soit tu continues, tu prends un job après l'autre, tu décides de t'installer. Eh bien, on décide de s'installer. Alors, pour le coup, comme nous étions formés tous les deux chez un très grand fromager, moi j'aime à dire d'ailleurs de Jacques Vernier, c'est notre Bocuse du fromage. Parce que quand tu es passé dans sa maison, et je vous expliquerai pourquoi, en fait, tu apprends toutes les bases du métier. Que ce soit la rigueur, que ce soit savoir servir un client, savoir le recevoir, savoir tout ce qui est ce monde du fromage, parce qu'on a eu la chance d'avoir des très très beaux fromages dès le départ. C'est un Savoyard, parce qu'il est toujours là avec nous, et aussi beaucoup dans notre pensée. Et pour le coup, tu sortais de là, tu avais un bagage complet, tu avais les outils complets. Alors peut-être pas pour t'installer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette transmission de la gestion. Il y avait beaucoup moins de transparence. On ne savait pas combien on achetait un fromage, on ne parlait pas de marge, de choses comme ça. On était surtout là, fallait vendre. Ça, c'était important, et savoir recevoir le client et que le client reste satisfait. Donc de là, on décide de racheter une entreprise, on se promène un peu en France parce qu'on n'avait qu'une journée et demie de congé à l'époque, c'était le dimanche après-midi, lundi. Donc on fait l'annonce, je ne sais plus comment s'appelait ce journal d'annonce à l'époque, mais c'était complètement fou, on n'était que deux, on prenait des risques. Au jour d'aujourd'hui, les mêmes risques qu'on irait voyager, mais nous, c'était reprendre une entreprise. Et dans tout ça, fait que ça a été d'abord les Vosges. C'est pour ça que beaucoup de clients, beaucoup de gens qui nous croisent pensent que nous sommes d'origine des Vosges, mais non, c'est de là qu'a démarré l'histoire d'entreprendre. Et là, on achète une entreprise, on fait les marchés, on fait les tournées dans les villages, on est grossiste pour des restaurateurs. Et puis on s'est dit, on a fait ça pendant 6 ans. On a eu notre première fille, puis on s'est dit c'est quand même pas notre cœur de métier, c'est quand même pas, c'est pas comme ça qu'on voit pour vendre le fromage. Alors attends, parce que j'ai 2 questions à te poser là c'est tellement intéressant. La première, c'était quoi toi avant de travailler dans une fromagerie, ton rapport au fromage? Je veux dire, t'aimais ça sans plus, t'en mangeais? C'était quoi toi? Alors mon premier rapport au fromage, alors ce qui est très drôle, et ça fera la suite de ma vie, les moments comme ça, t'as des rappels en arrière, des flashs dans ta vie. Mes grands-parents agriculteurs, donc le lait était ramassé par la grande maison, on connaît plus le nom Lactalis, mais à l'époque c'était Président, qui sont à Laval, c'est eux qui ramassaient le lait partout, et j'ai été élevée au beurre Président, ils mettaient les camemberts Président pour les agriculteurs, et chez mon autre grand-mère, on mangeait beaucoup de chèvres secs. Elle allait plutôt chercher les fromages, donc les crottins, choses comme ça. Des choses, des petits palais comme ça, mais j'adorais ça. J'ai toujours aimé tout ce qui était forme, saveur du fromage. J'ai toujours aimé ça. Et il y a toujours eu du fromage à table, que ce soit pasteurisé, que ce soit au lait cru, que ce soit industriel, que ce soit fermier. Il y a toujours eu une forme de fromage dans toutes les maisons où je suis allée, les grands-parents, les parents. Donc ça fait partie de ton ADN, quoi. Heureusement d'ailleurs que j'aimais beaucoup le fromage. Et pour le coup, c'est ce qui... j'ai pas eu de mal en fait à apprendre ce métier et à en tomber amoureuse et en faire ma carrière. Ouais, parce que tu parles d'apprendre là, mais parce que j'ai pas la réponse du tout,
Mais il y a combien, on parle déjà juste de la France, parce qu'en plus tu as les autres pays, mais tu as combien de variétés de fromages ? Alors, combien de variétés, en fin de compte, on ne peut pas forcément savoir parce que tu en as qui sont plus divulgués, plus publics que d'autres. Oui. Tu as des fermiers qui fabriquent leur fromage et puis les vendent sur les marchés dans leur ferme, puis on ne sait pas forcément. Et puis il y a des recettes éphémères. Tu en as d'autres qui naissent et puis qui meurent. Tu as des fromages que certains fermiers fabriquent pour eux, quoi. Et puis à côté, mais c'est surtout ce qu'il faut vraiment garder, c'est surtout le socle historique des fromages chez les AOP, oui. Les IGP, et ça oui. C'est très important. Oui. Et pour le coup, notre rôle de crémier, fromager, affineur, a un vrai rôle important d'ambassadeur, que demain on puisse continuer à manger toutes les AOP françaises, mais européennes aussi. C'est ça. Mais du coup, ça veut dire que ne serait-ce que, alors bien sûr, tu as l'expérience, les années, etc., mais tu as quand même une quantité de fromage en France disponible donc à apprendre, comment c'est fabriqué, j'imagine aussi, les différents goûts, saveurs, les associations. Ça doit être, c'est sans fin, c'est un travail sans fin, non ? Tu apprends tout le temps, quoi. Alors oui, nous apprenons tout le temps, parce que pour le coup, nous sommes deux dans cette histoire. Oui, nous apprenons tout le temps, mais le métier a changé. Moi, je le vois depuis 89. Je vendais à l'époque que du Beaufort d'Alpage, du Persillé de Termignon, Persillé des Arabis, des Persillés de Tignes, enfin des fromages qui avaient énormément de goût et qui n'étaient pas toujours des fabrications. Et puis mon goût n'était pas évolué comme aujourd'hui, oui. Parce que à travers les 3 concours, les 3 finales que j'ai fait, fatalement mon goût a évolué et je l'ai beaucoup développé. Et au jour d'aujourd'hui, alors faut garder ce socle, mais à côté de ça, il y a tous ces fromages transformés. Je m'explique, c'est par exemple le brie à la truffe, le brie fraise basilic, ça fait partie des fromages que nous avons dans la maison, mais surtout des nouvelles saveurs, des mélanges comme ça que l'on fait. Oui, j'ai à dire, c'est sympa, mais est-ce que faut continuer à aller dans le sens là et approfondir, ou surtout tenir d'abord le socle, parce que pour entretenir le paysage, pour entretenir notre agriculture, le savoir, faut déjà entretenir le socle, ça c'est important. C'est comme, on parlait tout à l'heure du pitivier, c'est quand même des recettes historiques, et moi je suis contente de revoir ça dans les charcuteries, dans les restaurants. Le pâté croûte n'a jamais été autant en vogue. Et dans la jeune. Ouais, parce que c'est au-delà d'être très bon, mais il y a surtout du goût et il y a surtout une technique. Et là, moi, j'ai rien contre la modernité, contre l'IA, parce qu'il y a des choses que je trouve que c'est magique, mais ça, pour le coup, ça ne le remplacera pas. Ça ne remplacera pas ça. Voilà, nos 2 mains qui sont extrêmement importantes, et puis notre palais. Oui. Mais ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Hugo Riboulet, un ancien vainqueur de Top Chef. Et lui, quand il a gagné Top Chef, il a ouvert à Paris, pas un magasin, mais on va dire un restaurant de street food. Et il fait des tourtes et des pitiviers en street food à emporter. Et il dit, il a eu avec son associé, ils se sont dit, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est prendre un plat de la haute gastronomie française et le rendre accessible et proposer comme ça oui, je crois que c'est ça. Hein. Il a une étoile au Goemio, un truc comme ça. Il dit, on fait de la street food et on est noté dans le Goemio, etc. Donc c'est quand même, c'est vachement bien. Je trouve ça génial de pouvoir comme ça rendre accessible exactement ces produits-là qui sont sublimes, hein, quelque part. Hein. C'est magnifique. Hein. Mais ça, c'est ce qui nous anime tous les jours, parce que à travers notre entreprise, on a la chance de pouvoir distribuer nos produits dans toutes formes différentes, fait que... Mais il y a un maître mot, c'est de dire, il faut que tout le monde puisse manger du fromage. C'est quand même un produit qui est issu de l'agriculture, qui est simple, qui est basique en soi. C'est que du lait. Puis après, on a donné... De par ses fabrications, on a donné tellement de goûts différents, et c'est à nous de trouver un prix juste pour que tout le monde puisse y accéder. Ouais. Il ne faut pas que ce soit réservé à une élite. Et moi, je trouve
que c'est pas forcément bien parce que c'est un produit de partage, c'est un aliment de partage et c'est nécessaire à notre santé aussi. Hein. Ça on l'oublie, mais il faut manger du fromage. Les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Quand j'étais petit, il y avait les pubs à la télé. Mais ça reste. Mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours important. Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que cette phrase que quelquefois, quand on parle du CNIEL, qui est quand même... l'entreprise de représentation des produits laitiers dans sa globalité. Alors les clients ne savent pas forcément ce que c'est, mais vous souvenez, vous avez peut-être déjà entendu les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ah oui, c'est ça. Et ben voilà, ça reste parce que et magnifique comme slogan parce que réussir à s'en souvenir des années 40 ans après. Ouais, exactement. Merde, ça me rajeunit pas tout ça. Moi non plus. Alors, il y a un autre truc aussi sur lequel je voulais rebondir. Tu m'as dit que quand vous êtes arrivé dans les Vosges, vous aviez commencé par les marchés et un peu d'itinérance. Ouais. C'est un métier différent, l'itinérance, tu vas être dans les marchés que d'avoir son... C'est quoi la différence rapidement entre ces deux, comment dirais-je, parties du métier pour toi? Alors, les deux, il y a quelques points de ralliement. Bon, d'abord, c'est le produit, c'est le client particulier, mais la différence, il y en a un, tu rentres dans l'intimité du client. C'est un vrai rendez-vous que tu te donnes toutes les semaines et c'est un vrai partage. Et au jour d'aujourd'hui, on dirait... je trouve pas ce mot, mais il a été beaucoup utilisé pendant le Covid. C'est la bienveillance, voilà. C'est la bienveillance et à travers nos 3-4 ans d'itinérance, on a perdu des clients. Et là, pour le coup, c'est comme si tu perdais un morceau de la famille parce que tu avais ce rendez-vous... toutes les semaines. C'était très rare qu'on n'avait pas le même nombre de clients et c'était très important. C'est comme l'ADMR qui va chez les papis-mamies parce qu'ils ont la chance de rester encore chez eux. Nous étions pareils. Ouais. Et ça, c'était... sur le côté humain, c'était incroyable. Ouais, très très fort. Et on retrouve un peu ça au marché parce que, en plus, nous faisons encore les marchés aujourd'hui. Mais c'est surtout, moi j'ai mes clients qui sont là depuis 1994. Donc du coup j'ai connu 2-3 générations et moi ils m'ont connu sans enfants et aujourd'hui quelquefois les clients découvrent mes filles qui sont avec moi au marché et là c'est différent. Et alors le magasin, alors comme en plus on a un magasin de ville. Oui. C'est encore là, c'est avec le changement de population, c'est pas tout à fait pareil. Puis plus, le magasin a plus de vendeurs, mais on a encore ce fonds de clientèle qui est content de dire voilà, ils se souviennent de nous il y a 28 ans, heureusement, parce que c'est ce qui fait aussi notre différence par rapport, j'irais, aux grands magasins, quoi. Shopping promenade, peut-être, ouais. Ça reste famille parce que là c'est une clientèle qui est beaucoup moins hétéroclite. Je m'explique, il n'y a pas autant de touristes, il n'y a pas autant d'étrangers, c'est des clients qui viennent à 30-35 km à la ronde, donc c'est des familles. Et alors tu parles de touristes, d'étrangers, c'est quoi leur perception du fromage? Tu as beaucoup d'étrangers, de touristes qui viennent prendre du fromage dans ta boutique, pas emporter pour ramener chez eux ou... Alors oui, ça peut arriver à certains moments. Alors plus c'est plus voyant au moment du marché de Noël. Là ça on le voit parce que par rapport aux produits qui viennent chercher chez nous, mais il y a le tourisme dans sa globalité. Déjà, on est dans une ville très touristique et nous en avons du 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Mais même sur les marchés, parce qu'on fait des marchés sur le massif des Vosges, donc du coup, de mai à septembre, au moment de Pâques aussi, nous avons aussi quelques touristes. Et là, tu as plaisir, mais même à Strasbourg, moi j'ai plaisir à discuter parce que tu as toujours une petite Madeleine de Proust ou alors ils connaissent un collègue
collègue aussi qui est à 500, 600 km, 1000 km. Tu as un petit souvenir et puis ça permet d'avoir un vrai échange. C'est ça aussi l'ADN de notre métier, c'est savoir, je dirais, discuter. C'est ça qu'ils viennent chercher chez nous et qui fera toujours cette différence par rapport à un magasin où on est face à un rayon, on prend, on met dans son caddie. Et oui, tu as cette proximité qui est très... Ça. Tu mets en avant le côté vente au sens noble du terme, où tu as une relation de confiance, et parce que quelque part, on te donne aussi un petit peu j'imagine, de ton intimité, quand on te dit tes goûts, tes trucs, ce que tu aimes, et puis effectivement tes produits sont ensuite chez tes clients. Ils viennent chercher un petit bout de bonheur en fait, et ça c'est super important. Notre maison a cette notoriété aujourd'hui parce que justement on arrive à dégager cette façon d'être dans les 3 endroits que nous animons. Parce qu'on a aussi une très bonne équipe et on les forme dans c'est ce que j'allais évoquer. En fait, la Maison Leroux, il faut qu'il y ait cette empreinte. Donc, tu as un ADN. La Maison Leroux, il y a un ADN. Il y a un ADN. L'ADN, c'est vraiment recevoir le client. Et puis maintenant, je dirais que le client, il ne fait pas de cadeaux, quoi. Voilà, sur les réseaux, on se gêne pas de dire un tel. Puis après, on amène la transparence. Il y a le nom du vendeur sur le ticket de caisse. Dans la conversation, ils peuvent savoir le nom. Mais moi, ça me fait toujours mal. Même si, avec Cyril, ça nous fait toujours mal quand un client n'est pas satisfait. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que quelque part... tu fais mal à la filière aussi parce que si tu vends moins, tu as moins de clients, tu achètes moins de fromage et voilà, tu remontes le chemin. Toi, tu es le dernier maillon d'une chaîne, c'est ça? Oui. Et tu penses à la chaîne dans son intégralité, exactement. Pas qu'au dernier maillon. Non, mais non, parce que... Oui, tu fais partie d'un écosystème et de tout un tas de gens que tu fais travailler indirectement. Exactement, et puis on se cache pas derrière quelque chose. C'est quand il y a quelque chose qui va pas, parce que ça peut être un produit trop salé, amer. Là, tu cherches la raison, tu essayes de t'organiser, que le client soit à nouveau satisfait et qu'il revienne. Et puis si effectivement c'est un vrai souci de fabrication, eh bien on le remonte et on en discute avec la production, parce que ça peut arriver avec la quantité de fromage et de familles différentes que nous avons chez nous. Moi, j'ai toujours à dire, on n'a pas encore la baguette magique de dire chaque fromage, je suis sûre que ce goût-là est comme ça. Surtout qu'il y a des produits qui sont salés à la main, c'est retourné à la main. C'est ce que j'allais te dire, c'est en plus un produit qui est changeant, quoi. C'est quand même... Exactement. T'es pas sur un truc où tu sais que t'as 3 semaines de durée de vie, du premier truc au truc, ça ne changera pas, ça va rester comme ça, c'est sûr. Non. Tu peux pas savoir. Non. Et c'est ça aussi qu'on vient chercher chez nous, quoi. C'est comme la recette de cuisine. La seule chose, c'est que chez nous, c'est un peu plus long pour savoir si c'est bien ou pas bien. On retourne un petit peu dans les Vosges avant de revenir ici. On fait que des... Même moi, je me perds. Donc, vous faites, tu disais 3-4 ans, c'est ça, les marchés, ou même un peu plus? Alors, on a fait 3-4 ans les tournées de détail, mais on s'est surtout vite... on a surtout investi dans les emplacements de marché parce qu'on s'est rendu compte déjà que c'était beaucoup plus facile. Et puis, entre-temps, j'ai quand même eu ma première fille. Et puis, sécurité aussi du travail, parce que malheureusement, la clientèle itinérante s'étiolait de plus en plus. Les clients prenaient consommaient d'une façon différente. Donc du coup, il a fallu s'adapter et puis au marché, quelque part. Puis moins en moins de clients pro aussi, parce que il y a eu tous les gros caches qui se sont mis en place, une façon différente pour les professionnels d'acheter. Du coup, on s'est vraiment recentré sur les clients particuliers. Et puis ça reste encore aujourd'hui. À Strasbourg, c'est 85% de clients particuliers. À Shopping, l'autre magasin, c'est pratiquement 100%. Et nous avons très peu de professionnels. Les caves, c'est que du professionnel. Un peu les marchés aussi pour la partie vosgienne. Mais le plus gros de notre clientèle, c'est quand même les particuliers.
Et comme quoi, c'est très ancré en nous d'avoir ce client qui passe notre porte et qui choisissent les fromages. À quel moment vous arrivez ici, à Strasbourg? Alors on arrive ici en 1998. Ouais. Dans nos croisements de vie, il y a des gens comme ça qui restent dans notre... même s'ils sont plus là, qui font partie de notre vie. Et puis là, il y a une vraie présence actuellement. Donc là aussi, j'ai à dire que notre ami Denis, il nous a toujours dit, voilà Lauro, si tu dois t'installer un jour quelque part et faire ton métier, comme tu veux l'exprimer, eh bien tu dois t'installer à tu dois t'installer à Strasbourg, pas encore. Tu dois t'installer à Strasbourg et rue des Orfèvres, parce que c'est là qu'il faut que tu sois. Parce que c'est là que tu pourras exprimer pleinement, je dirais, l'art d'aimer le fromage et de le faire aimer. Ouais, donc l'emplacement est aussi c'est primordial quand c'est primordial quand on ouvre, parce que les marchés, ça va pas, tu prends ton camion et tu vas dans une autre ville, un autre village, mais la boutique, faut être sûr de toi parce que, c'est des flux, exactement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est sans regret. Et en plus, c'est un endroit, il a été plus ou moins chahuté, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu plein d'événements, on a eu nos 3 enfants derrière, parce que j'avais que Marie à l'époque, et elle est pleine d'histoire, elle était chargée d'histoire avant qu'on arrive, mais là je pense vous avez continué. Je pense qu'on a mis une bonne couche. Ouais. Donc en 98, vous reprenez un fromager qui a déjà, tu dis presque, pas 100 ans à l'époque, mais 70 ans. 70 ans quoi. Il y a 30 ans, donc il avait déjà 70 ans. 70 ans, c'était toujours du fromage, alors beaucoup plus industriel. C'était une autre façon de voir le métier. C'était des fromages en tranches, un peu d'épicerie. C'était complètement différent du concept que nous avons aujourd'hui. Même si on a refait une deuxième fois le magasin en 2011. 2012, on a refait le magasin, mais c'était une autre forme de vente et c'est surtout accentué sur des fromages qui ont du goût et une belle mise en avant de la production déjà française mais européenne. D'accord. Et dès le début, vous vous êtes dit c'est ça qu'on fera ici. Oui, on revient... Si on va les plus jeunes, on a été formés comme ça. Donc, on savait vendre que des fromages majoritairement fermiers, les crus, qui aient une histoire. Alors, je dis bien pas que fermiers et pas que les crus, parce que malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, il faut s'adapter à tous les goûts, au goût de tout le monde. Et puis c'est surtout, quelquefois, t'as pas assez de volume chez un fermier, tu es obligé de prendre, je dirais, un artisanal parce que faut que tu puisses satisfaire ta clientèle. Parce qu'à la fin, c'est toujours le client qu'il faut satisfaire. Oui, bien sûr. Ça, c'est le plus important. Mais ça veut dire que toi, tu as aussi une part de ton... de ton travail qui va être de comprendre les envies de tes clients pour leur proposer le produit en face? Oui. Ou est-ce que tu te dis, moi je m'en fous, je vends que mes fromages qui me plaisent moi, ou c'est comment tu fais toi du coup alors c'est un peu des deux? Il y a déjà le socle, qui est déjà les AOP, ce qu'on a dit tout à l'heure, et puis après il y a les fromages un peu plus régionaux, déjà à l'époque c'était déjà ça, et puis après tu fais des essais. Nous avons un formidable laboratoire dans le groupe Maison Lauro quand nous élaborons ou que nous sourçons des fromages différents. Pour le coup, si ça fonctionne, tu peux après aller un petit peu plus loin pour nos clients professionnels. Et ça, c'est fortement intéressant. Ouais. Parce que si ça marche chez nous, en ayant une clientèle hétéroclite, des modes de vente différentes, ça doit fonctionner ailleurs. Voilà, c'est juste une question d'envie. Et alors, question bête, tant pis j'y vais. Tu as une saisonnalité sur le fromage en termes de, comment dirais-je, je dis vraiment n'importe quoi. Est-ce que par exemple, à Noël, tu vas plutôt vendre un type de fromage particulier que tu ne vendras pas à Pâques, par exemple? Il y a comme ça, ce type de saisonnalité? Dans notre métier, il n'y a jamais d'ennui, parce que justement, il y a cette saisonnabilité, et il y a des modes aussi.
Oui. Voilà, donc tout ça, tout ce combo est extrêmement intéressant, mais il faut garder aussi dans notre métier, c'est de dire, voilà, faut qu'on garde, alors j'arrive pas, il faut qu'on soit surtout gardien du temple. Ça, c'est super important. Ouais. De dire oui, tu peux faire des essais, tu peux mettre en avant tel et tel produit, mais à côté de ça, quand c'est la saison du vacherin Mont d'Or qui va se terminer là, faut vraiment appuyer dessus parce que quand c'est mis dans un rayon, voilà, t'as plus difficile à guider le client. Oui, c'est vrai que je pensais pas à ça. T'as raison. T'as aussi la période de la raclette ou quand ça arrive. Maintenant, je crois que toute l'année, il y a plus de. Moi, je me rappelle quand on a démarré notre métier, enfin voilà, tu vendais 3 mois de la raclette dans l'année, quoi. Et puis il y avait une raclette. Ouais. J'avais qu'une seule raclette. Au jour d'aujourd'hui, on a 35-40 raclettes. Et puis l'été, on en garde encore au moins 6 ou 8. Ah ouais, et t'en vends encore 6 ou 8 et on en vend encore 6 ou 8. Et alors des fois, quelquefois on fait des va-et-vient dans les sélections pour l'été, mais il y a la selle au lait cru basique, enfin pas basique, c'est pas le bon mot, mais classique. Oui. Celle-là, on l'a toujours. Toute l'année. Okay. On vend de la raclette toute l'année. Okay. Et la fondue, ça n'a pas autant d'impact. Les Suisses, quelque part, ils en mangent toute l'année. Mais c'est vrai que la saisonnalité, les phénomènes de mode. Alors après, nous on a la chance, c'est que justement en ayant ces trois modèles de distribution, ça aussi on vend pas de la même façon. Alors du coup, t'as jamais d'ennui. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et est-ce que tu as des tendances où tu te dis, en 20 ou 30 ans, ou tu vois, ou des cycles, je te dis n'importe quoi encore une fois, mais genre les variétés de Roquefort, il y a un moment tout le monde en mangeait, puis il y a un moment c'est passé beaucoup moins et ça revient. Est-ce que tu as des trucs comme ça un petit peu ou pas forcément? Oui. Moi, alors en ayant tout ce recul de plus de 30 ans, même bientôt 40, ça fait peur ça. Oui, on le voit, mais par contre, il faut vraiment faire attention. Et justement, tu parlais de Roquefort. L'année dernière, on a fêté les 100 ans de l'AOP Roquefort. Ça fait partie des plus vieilles AOP. Et en plus, c'est une fabrication et un affinage, je dirais, tellement particulier qu'il est inépuisable en goût. Et il est surtout on ne peut pas le copier. Ouais. Personne ne peut copier le Roquefort, mais malheureusement, malgré tout ça, il arrive à dégringoler dans les ventes et c'est un vrai drame. Et il est détrôné par des fromages pasteurisés au lait de vache. C'est quand même un comble. Donc dans tout ça, si on veut faire perdurer, certaines productions et surtout le goût, parce que c'est ça qui est le plus important. Là, justement, ce matin, je l'ai vu avec les enfants, c'est surtout le goût. C'est que, en fait, on est en train d'aliéner le goût. Mais c'est pour tous les aliments. C'est le vrai drame de demain, c'est ça. Et les fromages sont directement impactés. Et là, je pense qu'il va falloir se réveiller parce que dans les 5 et 10 prochaines années, j'espère que j'ai encore assez de clients qui auront envie d'avoir des fromages avec du goût qui passeront notre porte. Ouais. Ça, mais c'est pas que pour nous, c'est aussi pour un chef de cuisine qui veut mettre une sauce bien racée, avoir une cuisine comme chez Olivier avec du gibier. Moi, j'adore cette cuisine. Je me régale. J'ai les papilles qui sont toutes émoustillées de manger les plats avec du goût, mais j'espère que demain... Ça va continuer. Ça va continuer parce que tu n'auras pas toujours des parents qui auront cette transmission à dire aux enfants, voilà. Chez moi, faut jamais prendre un exemple dans sa maison. Ouais. Dans sa maison, parce qu'elles sont chez nous, elles sont complètement biaisées. Si un jour on dit on va manger chez un tel, ah non mais comment ça vous venez pas chez nous, non, comment ça vous nous emmenez pas?
c'est une joie d'aller manger au restaurant, dans un joli restaurant, parce qu'elles savent qu'on va passer un très bon moment et manger justement des plats qui ont du goût. Et j'en reviens à ces enfants et je me dis, ben voilà, quelque part, on va falloir aussi sonner tirer la sonnette d'alarme et dire attention, attention. Exactement. Et déjà dans les lycées hôteliers, moi ça fait longtemps que je le dis aux professeurs et aux directeurs des écoles hôtelières, faites faire des stages dans nos entreprises. À un moment donné, dans les cursus des écoles hôtelières, qu'ils aillent chez un boucher, un boulanger, un pâtissier, un fromager, un poissonnier, parce que le programme scolaire c'est une chose, les écoles ont plus ou moins des moyens, tu as un passé... disons que tu as l'histoire de famille, que tu n'as pas forcément la chance de manger des aliments comme tu as envie et autant diversifiés. Et là, pour le coup, nous, il faut qu'on serve de socle justement pour réveiller les papilles. Et ça, c'est la survie. Ça fait partie de la survie de nos métiers. Donc c'est vraiment, toi, c'est pratiquement une priorité absolue, quoi. C'est une priorité absolue parce que moi, je m'en rends compte justement à Strasbourg, en 28 ans, il n'y a jamais eu autant d'installations de... Alors, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses qui s'installent, mais c'est surtout, on a des choses où on aligne le coût. On tire vers le bas. On tire vers le bas au niveau du goût. Alors, pas forcément de la qualité, mais c'est surtout qu'on rend les aliments sans goût. Et ça me dérange quelque part. Parce que c'est pas ça notre ADN française. Quand on prend notre histoire, alors oui, auparavant il y avait quelquefois des mauvais produits, pour nous des mauvais fromages, des mauvaises technologies, mais on mangeait quand même des aliments qui avaient du goût, quoi. En parlant de goût et en parlant de roquefort, je me souviens du roquefort au repas, là, au dîner de la tour de gibier, qui était servi à la cuillère comme ça. Alors ça, c'est pas de notre invention. Ça, c'est notre ami Xavier. C'est notre ami, c'est de la famille. Xavier a passé le concours de meilleur ouvrier de France avec Cyril et c'est une amitié qui dure depuis 2007 et qui durera demain aussi. C'est le parrain de la dernière de nos filles. Et là, justement, pour mettre en avant le roquefort, lui travaille pour une très grande maison, dont la maison où tu as pu déguster le roquefort. Et ils ont une nature de roquefort qui est extrêmement crémeuse et fondante. Ouais. C'est le seul dans les 7 maisons qui fabriquent du roquefort. Et pour le coup, de le servir comme ça, tu réveilles la matière grasse. Et ce qui fait que on revient au goût. Oui. Donc le goût se réveille. Oui. Et là, tu arrives presque à faire manger du roquefort à des consommateurs qui ne mangeraient pas du roquefort. Parce que déjà, c'est une moisissure un peu brouillée. Les cavités ne sont pas aussi nettes que les autres. Oui. Donc déjà, visuellement, parce qu'on mange beaucoup avec le visuel aujourd'hui. Hein. Même la texture, d'ailleurs, en bouche, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment quelque chose de très crémeux et très agréable. Ah, ouais. Puis après, tu peux l'associer. Nous, on l'associe beaucoup avec la maison Massenet-Peureux avec des alcools. Ça va très très bien, le Golden 8. Mais tu peux l'associer avec la confiture de marron, les bananes. Tu peux mettre plein de choses différentes. Le sucré salé de ce produit va très très bien. Et justement, ça redonne envie de manger du roquefort. Ah ouais, ça... C'est peut-être des passerelles qui nous permettra de dire faut pas rester ancré sur nos acquis, pour protéger, je dirais, l'histoire de nos fabrications, il faudra se moderniser sur certaines choses, quoi. Il faudra se servir de ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se fera demain. L'IA nous aidera certainement à peut-être vendre le roquefort de demain. Peut-être. Par des moyens encore inattendus et surprenants, quoi. Moi, je vois notre ami, il fait des cheese dating. Voilà, tu manges à l'aveugle à travers des concours, des amusements, des expériences. Je trouve ça magique parce que, en fait, les yeux bandés,
fait que tes papilles, tu es un peu plus sensible et tu amènes une conversation. Ouais. Et puis, tu as raison, tu n'as pas aussi le regard qui peut biaiser ta première... tu vois, quand tu prends un vin dans un verre noir, déjà, tu ne sais pas si c'est du blanc ou un blanc ou un rouge ou un rosé, déjà. Parce que forcément, quand tu vois déjà la couleur, tu vas te... Tu te prépares. Tu te prépares. Tu t'attends à quelque chose. Ouais. Et quand tu vois pas, déjà, tu as une première approche, dire qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est... C'est vachement bien ça. Ouais. Comment t'as dit cheese dating ? Le cheese dating. Cheese dating, intéressant ça. Cheese dating, j'adore l'idée. Et ça provoque aussi des dates. Comme faut utiliser les mots d'aujourd'hui. Ah. On appelait ça des rencontres. Oui, c'est ça. Mais c'était peut-être le premier cheese dating, c'était moi et Cyril, parce que exact. Oui. C'est vous. Vous êtes à l'origine de ça tous les deux. Sans le savoir. Exactement. Non mais là, ça vient de me tilter. Tu viens d'avoir une révélation. Voilà. J'avais encore 2 ou 3 trucs à te poser comme question. La première, c'était justement, on n'a pas parlé des caves et donc de ton travail, de votre travail d'affineur aussi. C'est ça, hein, oui, les tout caves. à fait. Ça consiste en quoi ça alors ? Alors, le travail d'affinage, c'est laisser le temps au goût. Tout est dit. Voilà, tu laisses le temps. On revient à l'histoire du goût. Oui. Et après, c'est à toi de jauger, de dire je sors les fromages de la cave ou je les sors pas. Et puis personnaliser surtout la manière dont tu conserves les fromages, tu les sélectionnes, tu les travailles, tu les brosses, tu les laves, tu les retournes, tu les mets à la bonne hygrométrie, la bonne température, tu les gardes plus ou moins longtemps. Fait que tu personnalises de plus en plus ton produit, et là pour le coup t'as pas besoin de mettre une étiquette, on sait que c'est une empreinte Loro. Et tu prends le même fromage, tu le mets chez un autre collègue ou 3 collègues, eux aussi auront leur propre empreinte et leur perception aussi du fromage, leur personnalité. Peut-être que Cyril et moi, on aime... là, je suis en train de frotter des osseaux de chez Jean-Marc Salis, mais je prends mon voisin, peut-être qu'il n'aime pas les osseaux de chez Jean-Marc Salis, et pour le coup, c'est ce qui fera notre différence, et c'est ça qui est exceptionnel. Comment t'affines ça Alors tu vas me dire que c'est l'expérience, mais vous avez fait des tests pour la durée de conservation, l'hydrométrie, etc. Comment ça se passe ? Alors comment ça se passe déjà Alors avant qu'on passe les concours, parce que nous étions déjà installés, et c'est surtout on avait appris notre métier avant que le concours de meilleur ouvrier de France existe pour les fromagers. Eh bien, nous avons beaucoup voyagé, nous sommes allés voir les fabrications, nous avons lu aussi, parce que c'est aussi un grand travail de recherche, de théorie, et puis des échanges. C'est comprendre comment c'est fait, comment ça peut évoluer. Et lorsque l'on a fait construire les caves, alors le bâtiment date de 1850, donc c'est une nouvelle vie pour ce bâtiment. C'est une ancienne usine de textile dans les Vosges. Dans les grands moments du tissage, il y avait des grandes longères, des grandes usines. Et bien, nous avons acquis ce bâtiment en 2012. Et au jour d'aujourd'hui, c'est 500 mètres carrés où on chouchoute les fromages avant qu'ils arrivent dans les magasins, sur les marchés, et puis d'autres professionnels. Et cet outil aujourd'hui nous permet alors au-delà de personnaliser, c'est qu'on a mis en place des fromages signatures. On est parti, nous avons approfondi, on a approfondi notre empreinte, mais c'est surtout, nous avons perfectionné, l'affinage. Et par rapport à ça, on achète en blanc, on fait faire des fabrications, et ensuite nous faisons tout le travail, un peu comme l'affineur de comté, où c'est fabriqué à la fruitière, ça part chez l'affineur, et quand la fruitière veut en vendre, l'affineur, ça revend à la fruitière. C'est un peu le même travail que l'on fait aujourd'hui.
D'ailleurs, certains producteurs pourraient nous vendre leur fromage en blanc et nous, on pourrait leur revendre. Et ça, du coup, ça, on a bien accentué cette partie-là pour justement avoir nos propres fromages, d'avoir toute cette gamme qui est intéressante et qui nous permet d'exprimer pleinement notre façon de pouvoir percevoir notre métier aussi, de pouvoir se perfectionner, de pouvoir être plus pointu. Et c'est surtout faire aussi la différence. Comme un chef de cuisine, où ils ont des plats signatures. On parlait d'Olivier, voilà, son anguille, il a quelques plats comme ça, tu sais que c'est de chez Nasty. Pour nous, c'est exactement pareil pour les fromages. Le Fumster en fait partie, le dernier né, le pavé de Strasbourg, on a des fourmes travaillées aux alcools alsaciens, enfin voilà, plein de choses comme ça. Puis après on a les accidents d'affinage aussi, quelque part. Ah oui, l'accident où au final c'est un succès. Eh oui, voilà. Je pense, en voyant la photo, par exemple le fondant de l'île de Beauté, quand on a démarré les caves en 2012, il fallait remplir, c'était en juin, il fallait remplir pour qu'il y ait cette ambiance qui se fasse, alors qu'on est dans le plus bas de la saison de commercialisation des fromages. Eh bien, on a rempli cette cave et puis on s'est dit, voilà, les fromages, il faut qu'on arrive à les vendre. Donc on les a soignés. Puis à la fin, au bout de 3 mois, 4 mois, on s'est dit, tiens, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, maintenant, on rentre à nouveau, puis on va les garder autant. Parce que, et puis aujourd'hui, ça fait 14 ans, bientôt 15 ans, qu'on vend toujours le fondant de l'île de Beauté. Voilà. Mais c'est marrant. C'est quoi le plus vieux fromage que tu aies, toi, ou vous laissez combien de temps? Le fondant de l'île de Beauté. Ouais, on a des fromages qui ont 4-5 mois chez nous. Mais on pourrait garder une année, hein, on n'a pas de souci avec ça. Mais quel intérêt? Parce que déjà, c'est beaucoup d'argent. Ça, faut pas l'oublier. Hein, c'est du stock, quoi. C'est du stock parce que on assume le stock des caves, on assume le stock des magasins. Ça fait quand même quelques sous, quoi. Et puis après, les meules, ça c'est différent. Les grosses meules de fromage, on se met d'accord avec nos affineurs et on choisit une trame de goût. On revient à l'histoire du goût, hein, à chaque fois, mais on veut ce tel goût, on veut telle production, et puis là, ils nous expédient au fur et à mesure. Mais c'est pas pour ça qu'ils rentrent pas dans nos caves et qu'on ne continue pas à les soigner. Parce que quelquefois, on les a 15 jours, 3 semaines, les meules, et du coup, on les soigne avant de les ressortir. Et on les laisse dans une ambiance saine pour qu'ils ne soient pas abîmés, surtout. Ça s'abîme vite, ça? Ça peut? Ça pourrait si on mettait... ils ne seraient pas protégés, conservés à 0 degré, ils éclateraient, pas d'humidité. Oui, on peut abîmer un fromage très très vite, oui. Il faut faire attention et puis c'est pas respecter le producteur, l'affineur, non, bien sûr. C'est pas bien. Voilà, je reviens à l'histoire de mes grands-mères. On ne jetait rien. On ne doit pas jeter un aliment. On doit toujours se débrouiller de transformer un aliment. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même des moyens de conserver. Nous avons Internet, on peut faire des recettes rapides. Je crois même il existe des recettes, vous mettez les ingrédients et ça vous concocte quelque chose. Donc là, quelque part, non, on ne doit pas jeter. Puis plus ou moins joli, un morceau de fromage ne se jette pas. Jamais. Non. Pas possible, ça. Non. Ça se mange. Ça se mange, un morceau de fromage. Et alors, il y a un moment, il va falloir quand même qu'on en parle de ton col, là. Ah non, cette belle décoration. C'est ça, de cette je sais pas ce qui vous a pris de peindre ce col-là. Je sais pas quelle aventure, mais à quel moment vous vous êtes dit, on va se lancer dans ce truc? Parce que c'est un truc de se lancer dans le MOF, hein, quand même. C'est pas. Alors moi, j'y pensais pas du tout. Déjà, je savais même pas ce que c'était un meilleur ouvrier de France. Et puis, en 2000, il y a eu le premier concours dans notre profession pour les fromagers. Et Cyril est juré en 2000. En 2004, il ne s'inscrit pas. Mais 2007, il s'inscrit. Donc, gros changement pour nous parce que, en fait, ce travail colossal, c'est comme un sportif des Jeux Olympiques. Voilà, tu mets toute ta vie en peu de temps. Et il faut que tu sois très très bon le jour J. Ça consiste en quoi justement l'épreuve là Alors, c'est en 2 temps. Tu as une présélection et c'est une présélection, c'est le goût. Alors,
quelques années, tu as l'oral, la découpe, l'hygiène, tout savoir de l'herbe à l'assiette, tout comprendre le fromage, la mécanique. Alors tu as un socle, hein, le socle c'est encore une fois les AOP. Et puis après tu as un sujet, dans les premiers concours, les premières années, tu avais un sujet, quelquefois c'était une mini-finale, tu avais des grands plateaux à faire avec des dimensions, des fromages à respecter, une quantité. Maintenant, c'est plutôt un côté boîte mystère, on est un peu sur ce principe où tu découvres tout le jour J et tu as un temps imparti et tu dois répondre au sujet. Donc ça c'est pour la première partie, donc là il y a un écrêtement et généralement à la finale nous sommes 10-12 et là ça se déroule en 5-6 heures, quelquefois sur 2 jours, moi la dernière finale c'était sur 2 jours. T'as une grosse partie, c'est l'oral et pour moi c'est ce qui a été le plus difficile. 2 fois j'ai échoué en finale à cause de l'oral, c'est quand même le comble, alors que je sais si bien parler du fromage dans mon magasin que le jour de la finale, j'étais... C'était quoi? C'était le stress? C'était quoi? Ah non, mais j'ai eu tous les états possibles et inimaginables, mais j'étais une bille totale le jour-là. Et je me suis fait bananer totalement pour cette partie, quoi. Et donc, bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est fait et puis c'est acquis, mais cette partie-là est très importante et en fait, elle te poursuit. C'est pour ça que je suis en face de toi aujourd'hui, c'est que tu dois être sûr de toi parce que quelque part, tu partages ton métier toute ta vie après. Ouais. Une fois que tu as endossé, ce col bleu, blanc, rouge. Et pour le coup, j'ai compris au jour d'aujourd'hui qu'il y avait une vraie importance pour cette épreuve. Tu avais une épreuve aussi de découpe. Alors, tu as un sujet, ça peut être des pois, ça peut être un fromage mystère. Enfin, voilà, tu as une épreuve de découpe, une épreuve d'affinage. Donc, c'est ta vraie sensibilité par rapport à une liste de fromages où ils vont aller piocher dedans peut-être que 3-4 fromages, mais il faudra que tu sois très bon sur tes fromages sélectionnés. Et puis après, tu as un sujet, c'est l'œuvre magistrale. Comme beaucoup d'épreuves de Meilleur Ouvrier de France, tu as cette fameuse œuvre où là, on te voit travailler. Alors chez nous, c'est 3 heures, mais travailler dans ton entièreté de ton savoir. Tu es tout seul face à ta table, et puis il faut que tu répondes au sujet. Alors moi, le dernier, c'était forme et couleur. J'avais apposé les fromages sur 4 belles tables en couleurs, les couleurs primaires, Mondrian. Ouais. J'ai vraiment fait ça. Et après, quoi de mieux pour, apprêter le fromage, pour exprimer toute la pâte, la croûte, les formes, c'était magique. Et j'ai fait 4 tables complètement décalées. J'ai fait un mandala, j'ai fait un hamburger de fromage immense avec ce qui représentait le pain, c'était un parmesan coupé en 2, puis à l'intérieur j'ai farci avec des tranches de fromage, mais hyper bien coupées, c'était joli pour représenter les tomates, pour représenter la salade, enfin un truc de malade. Dans mon cornet de frites, j'avais mis de l'emmental parce que l'emmental était obligatoire, donc j'avais fait des grandes baguettes. Sur l'autre table, j'avais fait une grande pièce montée de fromage, parce que comme c'est d'actualité, les gens veulent avoir ce côté festif. Et la 4e table, j'ai fait que des pointes de diamant. Et là, je me suis éclatée. Tout au fil, à beurre, à gruyère, et que des grandes pointes comme ça. Et là, je pense que à travers cette table, j'ai complètement exprimé le travail de la main. C'était que ça, la géométrie et la main. Ça, c'était 3 heures pour faire tout ça? 3 heures pour faire tout ça. Tu t'étais entraînée comme une zinzin avant ou pas forcément? Je me suis entraînée 3 fois. 3 fois, je pensais être bien dans les temps. Le jour de l'épreuve, c'était très compliqué parce que sur 4 tables, au bout de 2 heures, je n'avais fait que 2 tables. Ah si, j'ai fait une œuvre exceptionnelle qui est d'ailleurs beaucoup reprise, donc je suis assez fière de moi parce que j'ai créé une découpe un peu particulière, ce qu'on appelle une vrille. Je m'explique, tu mets une meule debout, oui. Tu fais des lamelles, puis après tu as l'impression que tu bouges comme ça tout doucement la meule, oui. Et du coup tu as les tranches de fromage, voilà, elles sont toutes en escalier comme ça, en escalier comme ça, ouais. C'est juste magnifique, et j'avais mis une meule de contrée comme ça debout. One shot.
Je m'étais entraînée 3 ou 4 fois auparavant, c'était carrément osé. Mais plus jamais j'ai réussi à refaire cette vrille comme le jour du concours. Elle était juste majestueuse et elle a tenu 6 heures debout sans tomber. Et ce jour-là, il fallait pas qu'elle tombe. Et ouais, ça c'était une des tables. Et puis les pointes de diamant, là, c'était très beau parce que c'était plein de pointes comme ça, magnifique. Sur quel fromage ça? Oh, j'ai fait sur beaucoup de pâtes cuites différentes. Donc quand tu avais ta pointe de fromage, fallait tout de suite réfléchir qu'à la fin tu aies cet équilibre de cette pâte bien comme ça rectiligne et la croûte en dessous à chaque fois. Ah oui, ok. Mais qui paraît pas forcément évidente quand tu le vois comme ça, mais c'est que de la géométrie. Et ça. Et ça a plu au. Ça a beaucoup plu. Ouais, au juré, et etc. tout ça, faire attention à la perte. C'est pour ça que moi je travaille toujours qu'avec mes outils du fromager. Je peux pas avoir de choses. Quelquefois on voit des coupes un peu bizarres et tout ça. Moi je peux pas. Je n'y arrive pas. Je suis toujours avec mon couteau double manche, la lyre, le fil à beurre, à gruyère. Et Cyril est comme moi, on travaille qu'avec nos outils. Parce qu'on revient encore une fois à l'origine de celui qui nous a appris notre métier. Oui. On a appris notre métier de cette façon-là. Et je ne me vois pas demain travailler avec autre chose. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as 6-7 outils alors avec lesquels tu travailles principalement? Point barre. C'est tout. Ouais. C'est tout. Et tu peux faire de très belles choses rien qu'avec ça. Et c'est surtout éviter la perte. On revient à l'histoire du gaspillage. On ne jette jamais un morceau de fromage parce que ça coûte très cher. Tu as des hommes et des femmes qui ont travaillé pour faire ce fromage. Mais ça, c'est rédhibitoire. C'est pour toute la vie de l'entreprise. Enfin, quand j'ouvre une poubelle dans l'entreprise et puis que j'ai le malheur de trouver ce qu'il faut pas, ça va pas, quoi. Ouais. On ne jette pas. J'ai pas eu le temps d'avoir. Enfin voilà, on arrive au jour d'aujourd'hui, on en parle beaucoup des déchets de quoi que ce soit. T'as pas attendu que ce soit. C'est pas une mode, quoi. C'est une vraie. Non. Une obligation, quoi, pour toi. C'est une obligation, mais pour tout. Oui. Que ce soit la feuille de papier, que ce soit n'importe quoi, on ne gaspille pas. Non, c'est important parce que c'est. Mais à chaque fois, c'est beaucoup d'argent et c'est de l'argent qui est jeté inutilement. Moi, je leur dis toujours, vous voyez, c'est des pièces de 2 €, des billets de 5 €, des billets de 10 € qui partent inutilement. Alors que ça, on peut faire de belles choses. À la rigueur, vous aimez tous bouffer, tout ça, on le prend, on se fait une bonne bouffe. Et ça a changé quelque chose, le col, là, bleu, blanc, rouge? Alors ça a changé. Pour Cyril, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi importants, mais il avait de la presse, la radio, la télé. Ça a surtout cristallisé. Ça a permis d'asseoir complètement l'entreprise et d'avoir une vraie visibilité. Les gens ont commencé à savoir ce que c'était le concours de Méro et de France, parce que ça aussi, ça commençait à être médiatisé à l'époque en 2007. Et ça a permis de bien asseoir notre métier, parce qu'on était toujours un peu confondus. Voilà, crémier, fromager, affineur, on ne savait pas trop quoi. Qui fait quoi, surtout que c'est surtout pas protégé encore au jour d'aujourd'hui. N'importe qui peut mettre fromager, affineur, nous ne sommes pas du tout protégés. Donc du coup, là, tu amènes cette réelle différence. Voilà, pour le coup, tu es reconnu par tes pairs et c'est un diplôme d'État, surtout. C'est un bac+2 et qui te permet d'enseigner dans les lycées hôteliers ton métier. Donc c'est quand même pas rien. Moi, j'ai eu mon bac. Cyril a eu son bac à 40 ans. Moi, pas très loin non plus, parce que j'ai pas eu mon bac. Donc, c'est une belle reconnaissance. Vous êtes beaucoup, MOF 2 couples? Non. Il n'y en a pas pareil. Vous êtes Des 2 couples. Deux couples. Moi, j'en connais qu'un autre, et c'est drôle parce que c'était la même année que moi. Il y a nous deux, Cyril et moi, et puis fromager, et il y a un autre couple primeur. Aujourd'hui, ils sont en retraite, ils font de la formation. Ça a d'abord été madame et la même année que monsieur, et là, c'était la même année que moi. Mais très drôle parce nous avons ri quand on s'est retrouvés à l'Élysée. J'ai dit, tiens, c'est marrant, on dirait le couple. Parce qu'ils sont habillés en vert. Et nous étions habillés en bleu. Ah oui, parce que vous êtes reçus à l'Élysée pour à l'époque, la remise de diplôme? Alors, pas pour la remise de diplôme, nous sommes reçus à la Sorbonne, mais après, on a eu la cérémonie qui a été organisée par le président de la République en 2019. Enfin, c'est 2019.
Et voilà, Ça doit être quand même un sacré... c'est impressionnant. Très, très impressionnant. Et puis, belle récompense, quoi. Non, ça a vraiment changé notre vie. Alors, nous, encore plus que d'autres par la suite, parce que, quelque part, à chaque fois, nous sommes stigmatisés. C'est plus la femme du patron, c'est plus la femme du MOF. C'est quand il y en a un qui arrive, on sait que l'autre, il y a une moitié, quoi. Alors elle est là ou elle est pas là, ou il est là ou il est pas là, mais on sait que dans cette maison il y en a deux. Et ça c'est magique parce que j'espère qu'à travers ça, on donnera l'envie demain de continuer notre métier, d'avoir envie de faire notre métier et surtout de s'inscrire au concours de meilleur ouvrier de France, parce que je trouve que alors moi je suis passée par cette phase, 2 fois j'ai échoué en finale, mais ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Et je pense que je représente tout ce qui peut poser problème. Parce que c'est souvent ce qu'on me répond, mais j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, oui je ferai ça après. Donne-moi une excuse plus valable, parce que je pense que je représente tout ce qui n'est pas possible. 4 enfants, chef d'entreprise, un mec qui est meilleur ouvrier de France. L'argent ou pas d'argent, on s'en a débrouillé d'en trouver parce que ça coûte de l'argent. Bonne situation, voilà. La seule chose qui peut t'empêcher, c'est d'être malade. Mais le reste, tu trouves la solution. Ouais. Quand tu as envie d'avoir quelque chose, tu pousses les portes. C'est plus des excuses pour ne pas le faire réellement que des véritables... Parce que, en fait, qu'est-ce qui t'empêche? C'est le mental. C'est que ça. C'est quand tu as envie de le faire, tu y vas à fond. Et puis, t'écartes pas tout le monde dans l'entreprise ou dans la maison. Moi, j'ai ma dernière des filles. C'est sûr qu'elle a été soulagée quand sa mère est devenue MOF, parce que elle est née en 2007. Et enfin, elle a été soulagée en 2019. Elle s'est dit, ça y est, c'est bon, les parents, ils ont fait leur concours, ils l'ont réussi. Ils vont plus nous emmerder avec ça. Puis c'est sûr qu'ils vont pas faire d'autres concours parce qu'ils ont eu le Graal, donc ils vont plus nous embêter. Et puis le temps que ça se reproduise, qu'il y ait un autre candidat dans la famille, je sais pas, on verra. Je sais pas. Déjà, il faut qu'elles viennent dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça peut être MOF autre chose. Ça peut être MOF autre chose, tout à fait. Bon. Et de MOF, le soir, ça discute de MOF. Ça discute de fromage. Ça discute de MOF qui se rencontrent. Déjà, ça dort. Alors, pas d'un dédrablement rouge, parce que ça, on a pu entendre toutes les histoires possibles et inimaginables. Non, maintenant, tu l'oublies. T'oublies que t'es MOF, parce que en fait ça n'a rien changé à notre vie de couple, jamais. Non, jamais, parce qu'il y a une vraie fusion qui s'est faite en 90, parce qu'on a toujours travaillé ensemble, on vit toujours ensemble, et j'aime à dire, c'est la géographie qui fait ça, mais on est toujours du même côté de la montagne. Quand on est en Alsace, on est les deux en Alsace. La preuve, Cyril n'est pas très loin aujourd'hui. Et quand vous êtes dans les Vosges, vous êtes tous les deux dans les Vosges. C'est très très rare, et si on n'est pas dans le même côté, on s'appelle 25 fois par jour, parce que en fait l'un rassure l'autre. Il y a des amis, j'ai un ami qui nous aide beaucoup dans des partenariats, parce que ça aussi, c'est des choses que l'on fait maintenant dans notre métier. Et il me dit, c'est les inséparables. Mais je trouve ça joli, quoi. Je trouve ça joli. Et j'espère qu'on sera longtemps des inséparables. C'est surtout pour plein de choses, plein de raisons. Parce que, mais c'est pas toujours facile à assumer, quoi. Mais ça se passe très bien. Tu nous as parlé... On s'engueule aussi. Des MOF, ça peut pas s'engueuler. C'est pas possible, vous êtes MOF. Je ne te crois pas. Tu nous as parlé donc des boutiques, tu nous as parlé de l'affinage. La partie business pro B2B, comment vous l'abordez ça alors? C'est simple aussi du coup à être en B2B et plus consommateur? Comment ça se fait? Comment ça se passe ça, cette partie-là? Alors, vous visez quoi? Plutôt des restaurateurs? Plutôt d'autres... Comment
Comment ça vous est venu? Comment c'était quoi? C'était un truc de naturel? C'était une suite logique? Voilà. Ou un accident? Plein de questions. Ah oui, trop de questions. Moi, oui, parce qu'en fait, j'ai lancé une question et puis maintenant, je te laisse. Alors, comment c'est venu? C'est les caves, en fait. C'est les caves. Quand nous avons mis cet endroit, on s'est dit, voilà, le premier client, c'est le magasin. Deuxième client, c'est le marché. Ça, c'est ce qui est déjà là. Et après, nous avons démarré quelque chose de vide. Nous avons démarré après cette boîte vide. On s'est dit, faut la remplir. À travers des rencontres, qui est toujours notre client aujourd'hui, qui est notre exportateur, parce que nous avons aussi l'agrément sanitaire. Le petit ovale avec le FR 88, oui. En fait, nous sommes passés dans une autre phase. Nous avons complètement endossé la responsabilité entière sanitaire de nos fromages. C'est-à-dire quand ils rentrent chez nous, c'est nous qui avons la responsabilité et plus notre producteur. Fournisseur, ok. Voilà, donc ça c'est dit et on l'assume totalement. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir la liberté d'aujourd'hui de faire ce que nous voulons. Alors on s'est dit, voilà, cette belle boîte, il y a quand même un emprunt à payer, il y a quand même le côté économique. Il faut trouver les clients. Et puis, il s'est provoqué quelque chose. Comme quoi la vie, des fois, il y a une bonne étoile. Premier client, deuxième client, à 15 jours d'intervalle, arrivent les corners. Alors je m'explique. Les corners, c'est comme si tu avais d'autres petits magasins, oui. Mais tu n'es pas le propriétaire. Oui. Donc là, arrive imprimeur et puis qui vendait aussi qui produisait des légumes et qui produisait de la viande, il vient chez nous, il s'intéresse, il visite les caves, voilà, ça m'intéresse. Puis en fait, on s'aperçoit qu'on avait d'autres ramifications et une amitié a pris naissance. Parce que beaucoup de nos clients sont nos amis. Bon, ça, c'est pas fait exprès, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne, et même nos fournisseurs, ouais. Tous nos partenaires. Et là, le côté humain, ce que tu disais ça revient en toujours. Préambule, ouais. Comme je dis, on ne sera jamais riche à la fin parce qu'il y a toujours ce côté humain qui vient et toujours compliqué de se fâcher, quoi. Oui. Et là, pour le coup, arrive Marie-Hélène. Donc, au jour d'aujourd'hui, on lui sert toujours les fromages dans sa ferme. Et arrive une deuxième ferme où là, ils sont plutôt spécialisés dans les pommes, les jus de pommes. Et ils ont un magasin de producteurs. Et au lieu de les prendre comme une forme d'ennemi, ce qui s'est passé pour certains dans notre profession, de dire je distribue pas tous ces magasins directs, maintenant nous on a décidé de mettre nos fromages. En fait, on a fait un vrai échange d'images et je trouvais que c'était un échange sain. Parce que quelque part, eux produisent des superbes produits, et nous on va mettre les nôtres et on va faire cette image. Et au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On a étendu avec des boucheries et charcuteries, des cavistes, enfin voilà. On a quelques corners comme ça, sans avoir la responsabilité à gérer d'autres magasins, et ça nous va très très bien. Et ça a été nos premiers clients. Après, avec l'affinage, quand tu pars dans l'affinage, tu n'affines pas une tome, 2 tomes, 3 tomes. Comme je disais tout à l'heure, le fondant de beauté, on s'est dit, va falloir les vendre parce que tous les magasins n'arriveront pas à écouler cette partie-là. Faut aller chercher des clients. Et là, notre ami qui nous fait l'export vient de visiter les caves, me dit tiens, ce produit-là m'intéressera bien. Puis on a commencé 1 produit, 2 produits. Aujourd'hui, il y a 35 produits qui sont référencés chez eux et on fait vraiment un affinage à part pour cette entreprise. Et puis après... Et c'est exporté où alors? Dans quel pays? Dans le monde entier. Dans le monde entier? Mais par contre, on ne sait pas forcément. Mais comme nous, on a l'agrément FDA pour les États-Unis, et puis donc on peut retrouver... tu vois, je ne pensais pas que les Américains, que les fromages pouvaient passer. Si. Mais peut-être certains et pas tous. T'as des critères que pour pouvoir les vendre. Mais quand tu rentres dedans, tu peux vendre du fromage. Un Roquefort pourrait se vendre aux US? Bien sûr. Ah ouais, ok. Parce qu'il a affiné assez longtemps, donc il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Vaut mieux, parce que ma fille travaille à Roquefort, donc ça serait bien qu'elle puisse vendre du Roquefort. Et voilà, et puis tout doucement, on a fait notre chemin comme ça, et les clients, parce que c'est vrai que quand tu vois comme ça cette façade, tu ne penses pas qu'on pourra avoir cette partie activité. Oui. Et justement, à travers... les réseaux sociaux, le site internet, on essaie au fur et à mesure de dire oui, il y a cette partie-là aussi que l'on peut vendre justement en B2B.
Les restaurants sont plutôt, eux, sur le magasin de Strasbourg. Pourquoi ? Parce que c'est des portions plus petites. Alors les très gros, fatalement, on les gère des caves parce que c'est plus facile. Mais ici, au moins, ça leur permet d'avoir un choix, gérer un petit peu comme ils ont envie. Et c'est plus facile à gérer. Tout ce qui est traiteur, on le gère aussi ici parce que là aussi, pour faire les plateaux de fromage, c'est beaucoup plus facile. Et on a un choix plus conséquent de découpe. Oui. Et pareil, on vend à d'autres grossistes ailleurs en France, où là, ça part chez d'autres crémiers fromagers. On ne sait pas forcément. Mais voilà, on a accentué comme ça sur des endroits, des pôles de distribution. Et puis après, ça part ailleurs. Et ça, c'est tous nos fromages signature. D'accord. Donc vos fromages, vous que... Oui, qu'on élabore, alors qu'on fait fabriquer, qu'on affine, ou on rajoute des ingrédients, des herbes ou des alcools, ou simplement l'eau et le sel, mais par les fabrications, j'irais, pour la Maison Leroux, fait que les fromages... Comment ça vous vient ça, l'imagination d'un nouveau fromage? C'est quoi Vous dites, tiens, si on essayait, plutôt un lait de vache ou un lait de chèvre ou autre, comment ça... Alors, c'est à travers... alors, comment ça se fait, de trouver des fromages signature? C'est les voyages, c'est les rencontres, c'est quelquefois peut-être aussi garder des technologies, parce que souvent, nos fromages ne sont pas trop dénaturé de l'origine. Là, de dernier en date, le pavé de Strasbourg, on le lave simplement à l'eau et au sel. S'il y a des petites problématiques, on sait comment les soigner. Ça, on sait faire. Il y a des techniques d'affinage qui permettent de soigner les produits pour qu'ils soient bien à la fin. Ça veut dire quoi, soigner des produits ? On rajoute tout simplement des fois du vinaigre ou un peu plus de sel. On met une température plus basse. Pour quelle raison ? Parce qu'il se passe quoi à ce moment-là pour que tu estimes qu'il faut le... Parce que le croûtage ne va pas bien, et parce que à la base, il s'agit que le fromager ce soit pas le même qui est fabriqué en blanc. Les animaux qui soient dehors ou dedans, selon comme ils ont été nourris, plus ou moins égouttés, fait que, à la fin, parce que ça, tu peux pas forcément le maîtriser. C'est la nature qui fait son travail. Et là, pour le coup, toi, quand tu arrives sur la phase suivante, oui. C'est là que tu vois un peu les défauts. Tu te dis, là, tiens, il va falloir qu'on agisse différemment. Et dans la même cuve de fabrication, tu peux avoir 10 fromages, ils veulent se sauver avant les autres. Du coup, ceux-là, tu les retravailles différemment. Et ça, c'est notre travail. C'est ça, être affineur. C'est ça, de savoir percevoir et de pouvoir les soigner au bon moment pour pas que ça devienne... Ils seront pas forcément moins bons, mais ils seront moins jolis. On revient à l'histoire d'acheter à l'œil avant d'acheter au bout. Mais ça veut dire que toi, tu vas pouvoir, en fonction de l'évolution du fromage, voir... Tu sais ce que tu disais, si la vache a mangé, je dis n'importe quoi, dans les prés ou pas, c'est si pointu que ça. Oui, ça peut amener une vraie différence. Ah oui. Déjà ça à la base, mais c'est surtout la race des animaux, les saisonnabilités, l'alimentation, le changement aussi d'alimentation entre l'hiver et le printemps, et puis après quand tu passes de dehors à dedans, pareil, et puis le fromager aussi qui fabrique. Voilà, il s'agit qu'ils aient un petit peu plus brassé, un peu plus égoutté. À la fin, tu n'auras pas forcément le même produit. C'est ça aussi qui reste magique. Parce que tu as encore cet article. Plus tu égouttes, moins tu as d'eau. C'est ça dans le fromage ? C'est ça. Et plus quoi ? Plus ça va concentrer le goût ? C'est quoi ça va concentrer la pâte. Tu auras des fromages qui sont peut-être un peu moins crémeux pour le pavé de Strasbourg. Puis après, derrière, ça aussi, il ne faut pas qu'on ait des accidents d'affinage parce que chez nous, il peut avoir moins de retournement, moins de lavage, pas mis au bon endroit dans les caves, et des caves plus chargées, moins chargées. Fait que chaque saison, tu réagis différemment. On n'a pas force. Alors, on a des règles. Ouais. Voilà, on sait ce qu'il faut faire, mais à chaque fois tu t'adaptes. Chaque semaine tu t'adaptes avec ce que tu as. Tu te dis faudra faire ça. Puis il y a un élément extérieur, c'est
C'est quand il tombe beaucoup d'eau, moins d'eau, quand il fait froid, quand il fait très chaud. Ben là aussi, parce que tu peux pas rendre ton endroit stérile. Ah, le fromage va ressentir la saisonnalité. En fait, tu as de l'air chaud qui arrive, tu as de l'air sec en fait qui arrive. Ça se mélange avec l'air que tu as dans les caves. Tout ça, faut que tu le réadaptes parce que on passe pas par des cloisonnements de température. Quand la cave elle est ouverte, tu as de l'air qui est arrivé de l'extérieur. Fatalement, faut que tu t'y adaptes à ça. Mais c'est magique de tout ça. Hein. Après, la température, tu arrives à la stabiliser, heureusement. À un moment donné, quand la porte est fermée. Et l'humidité aussi, j'imagine que tu arrives là à avoir des constantes. Oui. Il vaut mieux. Que tu veux, quoi. Parce que y a un mot qu'on appelle dans notre métier, ça s'appelle la freinte. Et la plus grande perte dans nos métiers, c'est ça qu'il faut vraiment bien gérer. Et ça, c'est invisible. C'est invisible et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent parce que ça se calcule. Il y a des. Quand le fromage est fabriqué, il est haut comme ça, puis après quand il est affiné, beaucoup plus bas, mais ça c'est tout à fait normal. Mais par contre, s'il est beaucoup plus sec et puis il est éclaté, c'est qu'il y a eu un problème d'affinage et un moment, ça coûte cher. Ça faut y faire vraiment attention parce que c'est pas le consommateur de payer ce genre de choses, quoi. C'est une bêtise dans la chaîne. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, en effet, que la complexité du travail, de cette partie-là de ton travail est aussi... c'est pour ça que tout le monde, moi j'ai toujours à dire, tant que c'est pas protégé, c'est bien dommage, et qu'on puisse imposer affineur partout, non, c'est un métier, mais c'est un métier d'observation. Je sais pas si tu as déjà vu des reportages où tu as été voir des caves de comté, quand tu vois, j'irais le sonneur quelque part qui fait le tri de tous les comtés. Moi, dernièrement, on est allé voir l'affineur petite, j'irais dans le Fort Saint-Antoine, c'est juste exceptionnel. C'est une cathédrale du comté. Il y a peu d'endroits où tu affines certains fromages que tu vois des choses comme ça. C'est juste la nature est très très belle pour ça. Le génie de l'homme et la nature est vraiment très très belle pour obtenir le fromage que tu peux avoir à la fin. Ouais. Mais dans tout ça, aussi il faut savoir trier, il faut savoir jauger, dire celui-là je le sors avant celui-là, parce que c'est que sur du long terme. Tu peux pas dire, comme la recette de cuisine, oui, bien sûr. Un quart d'heure, 20 minutes après, ça donnera ça, ou une heure après, ça donnera ça. Nous, non. Ce que me disent les chefs à chaque émission, c'est que tu es dans un métier où tu prends le temps, quoi. T'as pas le choix. C'est comme ça. Sauf qu'on est plutôt dans un monde où faut que tout aille vite. Exactement. Et toi, tu reviens en arrière, non, moi je vais prendre le temps. Tu maintiens, t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas faire autrement. Moi, j'ai toujours à dire, si par exemple tu viens chez nous, tu veux avoir le brie du 1er janvier au 31 décembre à point, toujours pareil, non. Non, j'ai pas la baguette magique pour ça dire. N'existe pas. C'est impossible. Et ça veut dire que pour toi, en termes de goût, il y a une période que tu préfères sur le brie, par exemple ? Dans la globalité des fromages, en octobre et novembre. Moi, je trouve que c'est bien. Pour quelle raison ? Pourquoi ? Parce que tu as encore les affinages courts, dont le brie en fait partie. Ce qu'on appelle les affinages courts, c'est 15 jours, 2 mois. Voilà, c'est des affinages assez courts où là, tu as un vrai ressenti par rapport à la saisonnabilité. T'es pas sur du brie noir, quoi. Et le brie noir, c'est une bonne conserve. mais là, pour le coup, t'as encore des fromages d'herbage et c'est super intéressant, quoi. Non, moi, j'aime bien octobre. Là, quand tu démarres Noël, tout, puis tu commences à avoir les premiers fromages d'hiver, c'est top. Puis le Mont d'Or, enfin, t'as plein de bons produits. Je trouve que c'est la meilleure saison. T'as un fromage, toi, favori ? Oui. On me pose toujours cette question-là. C'est quoi Le camembert de Normandie. On se refait pas, hein. J'ai été élevé au camembert, faut pas l'oublier. Alors pas le camembert de Normandie tous les jours, mais j'ai été élevé au camembert. Non, j'adore le camembert. Comment tu l'aimes ? Moi, je l'aime à point. Ok. Mais ça peut être super fort, hein. Et j'aime différents producteurs de camembert. T'as en plus, c'est un fromage que tu peux manger du matin au soir parce que t'as toujours le camembert du bon moment.
Ouais. C'est vrai, hein. Et si on essayait, je sais pas si ça va être possible, si tu as du monde en bas, si on essayait de descendre pour qu'on termine avec, peut-être que tu nous fasses une petite présentation des différents fromages, non? Ce serait sympa. Bon, je vais mettre une petite laine, hein, parce que là, on est bien au chaud, mais je vais me rhabiller, un peu, ouais. Je vais mettre ma veste, mais je vais mettre en dessous quelque chose sur ma veste parce qu'il fait pas chaud. Hein. Ok. Moi, je prends un chèche ou pas, je sais pas. Mais on peut essayer, on termine comme ça, que tu nous présentes un peu. Ça me donne faim, moi, c'est délire. Oh là 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 là, j'ai hâte de descendre. On se retrouve dans 2 minutes, à peine, le temps de le dire, le temps que Giorgio mette le matos et hop, on descend. Alors ça, c'est le laboratoire qui a été complètement refait. Ouais. Bon, il y a... Combien de temps il a été refait? On est en 2018, 2019. Ça te permet de faire quoi? De faire des préparations? Des préparations, mais tout arrive ici. Et puis ici, ils ont leur stock, en fait. Ici, ils font que du stockage. Alors, c'est pas pour ça qu'ils soignent pas. Alors là, on est quand on est mercredi, tout arrive demain. Donc là, ils sont dans le stock minimum. Et malgré tout, tu vois, on a mis un peu de bois pour garder un peu l'humidité parce que les fromages sont quand même à nu ici. Donc tu fais quand même attention. Là, on est à quelle température? Là, ils doivent être là, ils sont à 5. Donc c'est un peu bas. À mon avis, ils ont dû laisser ouvert plus la petite cave là, qui est plus froide. Mais normalement, on est entre 6 et 7. Mais c'est quoi là? C'est les raclettes? Tout ça, c'est les raclettes là-bas? Ça, c'est des raclettes, ouais. Wow. Donc ça, c'est un petit stock tampon, quoi. Ah, c'est un petit stock, ça, quelques raclettes. Petit stock tampon. Et alors, moi, j'avais une question métaphysique, comme les 77 que je t'ai déjà posées. Est-ce qu'il y a une règle sur ce qu'on boit avec un fromage? Non. Il n'y a pas de règle? Si, il y a des règles. Mais après, il y a la règle qu'on a bien envie de lui donner. Moi, j'avais entendu qu'on disait... La première règle, tu sais c'est quoi? C'est le plaisir. Ah oui, bah ça, oui, t'as raison. T'as tellement raison. Mais moi, on m'avait dit, en général, il vaut mieux boire un vin de la région. Un vin de la région. Déjà de la région, parce que tu as des belles boissons qui vont bien avec... Parce que ça peut être alcoolisé ou non alcoolisé. Oui. Tu es obligé de t'adapter aussi. Mais t'aimes pas du tout d'alcool. Moi, je préconise des fois un thé chaud, comme les Suisses. Okay. En fait, quand ils boivent pas de vin blanc, ils prennent du thé quand ils mangent de la fondue, de la raclette. Mais après, oui, effectivement, de la région, c'est très bien. C'est plus facile après à marier un champagne ou un crément ou un vin blanc avec le fromage. J'ai entendu champagne avec ta passion, champagne avec camembert. Ouais, ça marie ou pas? Ah oui, non, mais le cidre. C'est la question. Alors c'était la deuxième question. Cidre, camembert, tu valides? Ouais, sans problème. Donc un très bon camembert normand, un cidre aussi. Oui. Donc là, pareil, on a un autre endroit où là c'est plus froid en fait, où tout est coupé et puis voilà, c'est de la conservation. Et là-bas, qu'est-ce que c'est là les... Là-bas, là, c'est les raclettes, on fait un petit peu sécher le crottage, parce que c'est humide, donc du coup, on les soigne. Tu vois, quand je te parlais de soins, là aussi, quelquefois, tu as les fromages, il faut faire attention, et tu es toujours dans l'observation. Donc, bienvenue. Bonjour. Oh là 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 là. Comment on a classé? Alors on a classé d'abord les petits fromages, parce que là c'est le plus facile, et puis on a surtout classé par rapport à la facilité de service, parce que les clients rentrent là, donc du coup il faut avoir des choses où tu as une vraie praticité pour le service, surtout quand tu as du monde. Oui. Faut que tu arrives à avoir un vrai circuit, et cette phase du milieu, elle n'est pas que... Alors c'est un point chaud en présentation de ce que tu veux animer sur la semaine ou sur le mois, mais c'est un vrai sens de circulation, parce qu'on a déjà essayé de l'enlever. C'est ton giratoire, quoi. Là, c'était loyal. Ouais. Non, mais le vrai bordel. Ouais, c'était n'importe quoi. Donc voilà, là, les petits fromages. Après, on essaie de classer par famille de produits, par technologie. Ouais. Donc, c'est quoi par technologie? Ça veut dire quoi? Alors, technologie, c'est les façons de fabriquer. Tu as le chèvre, tu as les croûtes fleuries, les croûtes lavées, les pâtes pressées cuites, le bleu. Voilà, tu as 8 grandes familles. Alors, il y en a une qu'on n'a pas, forcément. C'est les vaches qui rient. C'est aussi une famille, ça? C'est une famille, fromage fondu, oui. Ok. Donc, voilà, tu vends pas de vache qui rit? Non. C'est fou, ça. Mais j'en mange, hein. J'en mange. J'adore. Et ils ont failli enlever la petite tirette rouge, là, t'imagines? Pendant un temps, chez Vache qui rit, non mais ils sont nuls des fois. Hein. Ouais, mais il faut gueuler. Ça, c'est une Madeleine de Proust.
Toi, c'est la vache qui rit. Mais j'en ai mangé tellement quand j'étais petite, parce qu'en fait, ils ne mangeaient que ça chez... Et t'as un plaisir coupable, toi? Bah ça en fait pas. Ah oui, c'est ça. Ah oui, bah oui, c'est ça. Je suis con. Question bête. Il est là, le plaisir coupable. C'est la vache qui rit. Mais il faut pas le dire. Non, faut pas le dire. C'est secret. Par contre, en Suisse, ils fabriquent des bons fromages fondus qui sont qui ont beaucoup plus de goût que la vache qui rit, quoi. Et alors, en parlant de goût, justement, est-ce que le fromage de vache sera forcément plus fort qu'un fromage de chèvre ou pas? Non. Donc non, c'est qu'une question de quoi? D'affinage? C'est quoi? Ouais. C'est l'affinage qui va... C'est vraiment l'affinage qui va donner le goût, la technologie aussi. Oui. C'est sûr que tu prends une croûte qui est lavée dans la famille du Munster, Livaro, Pont-l'Évêque, les Poisses, tout ça aura toujours plus de goût. Par contre, dans cette technologie, tu prends un lait de chèvre, il peut vite avoir une consonance un peu plus animale que les autres. D'accord. Autrement, non. Donc là, après, ce circuit, tu vois, ils arrivent ici. Bon, là, c'est des raclettes, mais en été, on ne met pas de fromage. On met autre chose, mais on ne met pas de fromage. Et puis là, on est en pente descendante. C'est ce que je t'expliquais aussi. Alors, au-delà du stock, c'est surtout on est en pente descendante jusqu'en mai. Non, jusqu'en mai en termes de saisonnabilité et de variété de fromage. Tu vois, il y a les vaches ramondans, ça va être la fin. Les raclettes, il y en aura moins. Les fondus, on n'en mangera pas, mais on peut en faire parce qu'on a toujours les fromages en cave s'il y a nécessité. Ouais. Donc on mettra mais par contre on va remettre d'autres fromages, peut-être des fromages avec des fleurs, des fraises, des choses comme ça, pour avoir des variétés différentes à ce moment-là. Peut-être plus de fraîcheur, c'est plus de mozzarella différentes aussi. Donc tout ça va arriver au fur et à mesure des températures. Donc là on met les gros fromages et puis là on met tous les bleus ensemble. Il y a une sacrée variété. Hein. Le gorgonzola là, comme ça là. Alors ça c'est pas du gorgonzola, c'est ça le persil de Termignon, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah c'est ça. Que nous on a été élevés avec, on a appris notre métier. En fait c'est pas un bleu comme les autres, c'est pas un bleu qui est du tout. D'ailleurs c'est un des fromages que le copain d'Olivier, Flocon de sel, aime beaucoup lui donner, le persil de Termignon. Ça s'est fabriqué à cet endroit. Et là pour le coup, c'est vraiment la nature qui a fait qu'il soit bleu. C'est un fromage qui est fabriqué un peu dans la technologie du Cantal. Oui. Il est d'abord pressé, ensuite broyé et repressé, mais c'est surtout il est salé dans le caillé, à l'intérieur du fromage, pas à l'extérieur. Comme beaucoup de fromages, c'est plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Et là, le fait d'être remoulé, et il n'est pas forcément trop pressé, tu as l'impression que c'est tous ces petits grains qui sont collés entre eux. Mm-hmm. Et après, on le perce avec des aiguilles. Oui. On ne met pas de bleu à l'intérieur. Et par ce passage de l'air, tu as cette marbrure bleu qui apparaît. C'est pour ça que c'est très très irrégulier et que ça apparaît plus ou moins. Parce que si le fromage est plus ou moins pressé, plus ou moins, j'irais gras, tu as le bleu qui se développe ou pas. Des fois, tu peux ouvrir un persil de Termignon, il est tout blanc. Puis d'un seul coup, il bleuit. Parce que justement, hop, les spores arrivent à se développer et fait que, c'est d'ailleurs pour ça que le bleu apparaît. C'est que ceux-là, on a mis de la moisissure bleue dedans et on l'a percé pour que le bleu puisse être uniforme. Oui. Ça paraît pas comme ça. Et celui qui était proposé, tu sais, au repas du dîner de la tourte là, d'Olivier Nasty. Ouais. Tu sais, le roquefort là, qui était dingue à la cuillère. Le barignolde. Il est là. C'est ça. C'est ça. C'est celui-ci. Tu veux que je te fasse goûter un morceau là? Je peux te couper un petit bout si tu veux le goûter. Allez. Vas-y. Oh, ça c'est dingue ça. Et puis la texture. Hein. Ce serait quoi ton fromage, pas signature, mais tu vois, celui qui te représente le mieux? Ce serait quoi? En création ou pas d'ailleurs hein, Qu'est-ce qui me représente le plus? Allez, j'adore l'abondance. Oui. Alors déjà, c'est la Savoie, c'est Jacques Vernier, c'est comme le clin d'œil où on a été formé, parce que c'était... on appuyait d'abord sur les fromages
fromage savoyard, mais bon, quand t'es jeune, tu sais pas pourquoi. Mais après, tu comprends, c'est qu'en fait, il avait une vraie affinité avec cette région. Et je trouve que c'est une AOP qui est bien chahutée, qui est de plus en plus mal connue, parce qu'on pense au comté. Alors, c'est sûr qu'il y a des AOP qui ont des vraies forces de communication, mais on connaît le Reblochon, on connaît le Beaufort, on connaît le comté, mais l'abondance est souvent un peu... C'est un peu sous-coté, quoi, c'est ça? C'est un peu comme dans le bleu de Gex, par exemple. Oui. On connaît la Fonte d'Ambert, le bleu d'Auvergne, alors qu'ils ne sont pas du tout la même région, mais on connaît pas non plus la Montbrison, même s'il y a tout un travail de fond qui est en train de se mettre en place, on connaît plus la Fonte d'Ambert. Tu vois, tu as des appellations qui sont historiques plus... qui sont moins fortes. Donc voilà, l'abondance. On a un sens de dégustation sur le fromage. On a un sens de dégustation. Alors moi, j'aime à dire, c'est surtout le sel qui a cette importance. Quelquefois, tu as un bleu très doux, on pourrait le mettre avant une croûte lavée bien affinée. Oui. C'est vraiment le sel qui l'emporte sur la signature de dégustation. On a à dire que c'est d'abord un fromage frais. Ouais, mais si c'est un fromage frais qui est un peu animal comme ça, on passera peut-être la pâte cuite avant. Ça dépend. Faut vraiment, c'est vraiment une observation. C'est selon le choix de ce qu'on a, choisi avec le client, de dire mangez plutôt celui-là, plutôt celui-là. Ça, c'est surtout en restauration, c'est de bien l'expliquer. Oui. Moi, il y a quelque chose aussi que je fais beaucoup depuis que je suis maire de France. Je fais beaucoup de formations sur les meilleurs apprentis de France en art de la table. Et ils viennent ici, là j'en ai encore eu un la semaine dernière, qui a été formé chez nous pour le MAF art de la table. Oui. Et là, il passe le concours, je crois que c'est la semaine prochaine, de maire de France. Et là, pour le coup, il est venu reprendre une piqûre de rappel, de savoir comment apprêter le fromage, et je trouve ça magique, quoi. Là, pour le coup, c'est encore une histoire d'observation, et tous ces sens, il faut qu'ils se mettent en éveil. C'est ça. Donc, voilà. Et alors ça typiquement, c'est ce que tu transformes, là, les bris... Ça, c'est les préparations fromagères. Alors, tu es sur du brie mascarpone et truffes, ça on a toute l'année. Là, c'est aux noix. Et ça, là, les trois là, c'est nos fromages signature. Tu as le minster fumé. Oui. C'est ça qu'on avait mis à la meilleure boulangerie la semaine dernière. Ok. Après, tu as le pavé de Strasbourg. C'est une pâte un peu dans la famille du Reblochon. Et lavé à l'eau et au sel, on les affine à peu près 3-4 semaines. Et celui à gauche fait partie de nos premiers fromages signature. C'est une fabrication type Reblochon, pressé un peu comme ça, lavé. Et c'est lavé à la licorne black. C'est une bière de Saverne. C'est une blonde colorée. En fait, la bière, quand tu la vois comme ça, elle est noire, mais elle a la typicité d'une blonde. Ah oui, d'accord. Et ce qui fait que ça donne ce côté brioché en surface et croquant, et crémeux à l'intérieur. Les trois là, Olivier les fait, par exemple. Voilà, pas tout le temps, mais parce que justement, dans son idée de fromage de proximité, sauf le comté. Je mets toujours du comté parce que c'est sa région d'origine. C'est plutôt des fromages qui sont, comment dirais-je, puissants en termes de goût. Pas forcément. Pas forcément. Non, ça a du goût, mais pas forcément. J'ai envie de dire, si tu dois avoir un fromage puissant chez nous aujourd'hui, en affinage. Ouais, le coulommiers. Le coulommiers, là, ça a du goût aujourd'hui. Quelques Neufchâtel. Ouais. Là, c'est assez savoureux. Et après, je trouve qu'en termes d'affinage, on est un peu gentil. Voilà, gentil. Et ton camembert, alors coup de cœur, ce serait quoi, toi, ici? Alors moi, j'ai les deux. Justement, parce que comme le camembert, tu peux le manger du matin au soir. Ouais. Moi, j'ai le camembert fermier, la ferme Bourmoncel. Oui. D'ailleurs, c'est des jeunes qu'il faut vraiment bien soutenir parce que c'est une nouvelle ferme qui a été mise en place. C'est pas très vieux pour cette... Et puis après, le moulin de Carrel. Alors, moulin de Carrel, c'est un peu le fétiche de Cyril. Il a toujours aimé ce camembert. Tu as un croûtage qui est beaucoup plus fin et il est moelleux. Alors que le fermier a un tout petit peu plus de typicité. Tu sais, tu peux avoir un peu cette petite marbrure brune qui apparaît, ce qui est pas gênant du tout et ça te donne un peu plus de caractère. Je comprends. Et c'est quoi le sac là-bas derrière là? C'est quoi ça là-bas dans le fond? Alors ça, c'est des petits chèvres secs. Ça, c'est des chèvres qu'on affine un peu plus
longtemps, et puis qu'on retourne, comme ce que tu as vu derrière, on continue à les affiner. Puis à un moment donné, tu as des clients qui veulent des chèvres un peu plus secs, un peu plus forts. Alors, tu as certains collègues qui les mettent dans l'eau de vie, tu en as d'autres qui les mettent dans l'huile. Et tu sais, quand je t'ai parlé de l'histoire de la recette de Thierry Schwartz, eh bien chez lui, j'ai découvert une recette avec un mix de chèvre frais et chèvre bien sec. Justement, il avait fait cette mousse de chèvre frais et dessus, il avait râpé du chèvre sec. Et je trouvais que le double texture, ces goûts différents, c'était super intéressant. Et nous, les clients les mangent comme ça, les mettent à l'huile, les mettent dans les salades, mais souvent manger comme ça, parce qu'ils aiment ce goût comme ça, prononcé. Et comme nous, pour qu'ils soient secs, on ne les met pas sous ventilo, parce qu'en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle cette protéolyse qui prenne le temps autant pour que la pâte elle se développe à l'intérieur. Et bien là, pour le coup, cette pâte est développée, ce croûtage sec, et tout doucement, il s'égoutte, et là, pour le coup, il devient sec. Alors, j'en ai pas tout le temps. Là, ils en ont pas beaucoup, mais il y a des moments, on en a plein, parce que des clients qui ne veulent que ça. Moi, je ne mange que ça. C'est vrai ? Enfin, je mange sérieux ? Moi, alors, seule chose qu'on fait attention, c'est que ce ne soit pas contaminé par, tu sais, les petites bestioles que tu as dans les croûtes. Les sirops, parce que là pour le coup ça peut être extrêmement fort et c'est pas forcément agréable. Moi je rentrais de l'école et je les mangeais comme ça devant la télé le soir. Je vais te montrer un truc je sais pas s'ils les ont déjà. En fait il y avait des petites il y a un chevrier comme ça qui est dans les Alpes de Haute-Provence chez Pradier et il fait des petites boules de chèvre. T'as l'impression que c'est infusé avec le thym et là pour le coup quand c'est bien affiné, bien dur, mais là, t'as l'impression que tu manges une explosion de saveurs de chèvre. Et ma grande, quand elle était toute petite, donc t'imagines s'il y a plus de 30 ans en arrière, elle les chopait comme ça et puis elle mangeait ça comme ça. Maintenant elle peut plus manger des chèvres aussi secs, mais c'était marrant quoi. C'est ça. Marrant. Mais moi je les mange comme ça. Mais ils ont toutes eu leur fétiche. Ma dernière, elle mange, c'est les rocamadours. Je sais pas s'ils en ont ici, là. Les petits chèvres comme ça. Je regarde de l'autre côté. Ça, elle nous les. Quand elle était petite, elle nous les piquait dans les caves. Ça et les pélardons. Elle en a mangé comme des bonbons, quoi. Ça aussi, ça a l'air. Ça, c'est pas très fort, tu vois. C'est des petites pâtes douces comme ça dans cette famille. Et puis, ça se mange toujours un peu crémeux. Et là, tu l'as au poivre, à la sauge. En fait, c'est des vieilles recettes originelles qu'ils ont adaptées avec les saveurs d'aujourd'hui. Parce qu'autrefois, ça avait un vrai impact de mettre du foin, ça permettait de conserver les fromages, de mettre dans des caisses. Ça avait un vrai impact, comme le fougeru. On mettait de la fougère ante pour pouvoir conserver plus longtemps. Les pâtes cuites, tu enlevais l'eau des fromages, alors que dans les plaines, tu trouvais d'autres astuces pour garder les fromages un peu plus longtemps, parce que tu avais toujours ce problème de froid, il n'y a pas de frigo à l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Donc c'était l'huile, c'était le sel, enfin c'est toujours le cas, mais c'est l'huile, le sel, enfin tu trouvais des éléments pour pouvoir conserver le fromage. Christelle, c'était génialissime. Je propose que nous coupions parce qu'il faut que je change de comment dirais-je de casquette pour prendre la casquette du client là, parce que je vais passer une petite commande, je crois. Je vais pouvoir acheter 2 ou 3 fromages. C'était génial. C'était un moment génialissime de pouvoir discuter avec toi, prendre le temps. Et encore, t'es pas venu au cave. Hein. Mais ça, on pourra se faire une V2 la suite. Le retour. Oui, achète-le. Bon allez, on fait un chin d'abondance pour un claque de faim. Ouais, c'est ça. Et voilà, fin d'un épisode riche pas du tout en rebondissement, riche en fromage, riche en histoire. Je me suis, comme toujours, éclaté à écouter Christelle nous raconter sa vie, sa passion pour le fromage. C'est juste là derrière et je peux vous dire que j'ai encore le goût dans la bouche. C'était complètement fou. Donc quand on aime, qu'est-ce qu'on fait ? On partage, on like, on commente, on s'abonne sur YouTube, la petite cloche là, comme ça sonne. Quand vous avez un nouvel épisode disponible, tous les vendredis à 18h. Et puis si vous voulez d'autres séries comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel chef ou quel hors-série artisan je pourrais venir vous présenter. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à vendredi prochain 18h pour un nouvel épisode. Allez, je vous laisse, je vais chercher mon fromage. Salut!